Bonjour à tous. Il a longtemps été le chef de file des libéraux français, ancien député d'Ille-et-Vilaine, ancien président du Parti républicain. Il a été un éphémère ministre de l'économie et des finances sous le gouvernement Juppé en 1995 et il préside aujourd'hui un fonds d'investissement, Latour Capital. Bonjour Alain Madelin. Bonjour. Jusqu'au bout, le gouvernement aura hésité sur le meilleur moyen de réformer la politique familiale. À titre personnel, vous êtes plutôt favorable à une baisse des allocations ou à une réduction du quotient familial? Vous avez l'art de poser des questions, ni l'un ni l'autre bien sûr. La réalité, c'est qu'il faudrait complètement redessiner la politique familiale. C'est pas facile à faire, c'est à l'ordre du jour. Est-ce que la politique familiale doit être payée par des cotisations ou est-ce qu'elle doit être payée par l'impôt ou par la solidarité nationale? C'est une réforme dont on parle depuis 20 ans et qu'on ne voit pas venir. Alors en attendant, on a chargé la barque des allocations familiales en leur donnant des tas de tâches indues qui ne devraient pas être financées. Par exemple, les retraites de vieillesse des femmes qui ont eu des enfants. Voilà, c'est un exemple qui n'est pas forcément relié directement à la politique familiale, c'est la politique des retraites. Donc, qui est au cœur du déficit auquel on s'attaque aujourd'hui. Voilà, donc on a chargé la barque des allocations familiales, donc du coup elles sont en déficit et maintenant on va essayer de reprendre avec la vieille technique en faisant payer les riches. Alors il y a deux solutions pour faire payer les riches. La première, celle qui consiste à dire je vais vous donner moins de subventions, d'allocations. C'est un peu visible, ça fait grincer les dents, c'est sans doute pas ce qu'on fera, ou je vais vous donner davantage d'impôts en plafonnant le système du quotient familial, c'est sûrement ce qui va être fait. Alors, ce qui est grave dans cette histoire, c'est que les hommes politiques de gauche et de droite sont totalement incapables de comprendre le rôle de la fiscalité marginale sur la croissance. Nous ne pourrons résoudre nos problèmes économiques que lorsque le taux de croissance sera supérieur à nos taux d'intérêt. Tant qu'il est inférieur, ça signifie que vous roulez la dette, elle augmente d'une année sur l'autre et vous aggravez les problèmes. Donc nous avons impérativement besoin d'un taux de croissance supérieur au taux d'intérêt. Pour fabriquer ce taux de croissance supérieur, vous avez deux leviers. Le capital, il faut considérablement moderniser nos entreprises, il faut mettre des robots, il faut investir, il faut innover, donc il faut attirer le capital, donc il faut avoir une fiscalité favorable au capital. On a plutôt été dans le mauvais sens, même si on était un peu revenu. Et puis le travail, et le travail des gens les plus qualifiés. Ce qu'on appelle, vous avez en économie ce qu'on appelle le coût fiscal et social marginal. C'est-à-dire si je gagne 100 € de plus, combien me prélève l'État et l'ensemble des systèmes publics, y compris les systèmes sociaux. En France, cela vous prélève plus de 80% de la richesse produite marginale. C'est-à-dire que nous, en Allemagne, c'est combien? En Allemagne, c'est beaucoup moins puisque les cotisations sociales sont plafonnées entre 45 000 et 50 000 €. Donc vous n'avez le coût fiscal allemand est beaucoup plus favorable. Nous avons le record du monde au fond de la fiscalité sur la matière grise. Si vous pensez que l'on peut s'en sortir avec une fiscalité record sur la matière grise dans l'économie du futur, c'est de la folie furieuse. Or justement, même si c'est pas très important, mais cette idée de toucher au quotient familial va encore augmenter notre fiscalité record sur les gens les plus qualifiés. C'est absurde. C'est absurde. Non, c'est une énorme erreur économique. C'est marginal, mais c'est une erreur économique. Ça prouve que ceux qui nous gouvernent, je dirais ça, c'était vrai aussi d'hier, mais ne comprennent pas ce qu'est aujourd'hui une économie moderne. Ce qui est frappant, Alain Madelin, quand on se retourne en 95, au moment où vous avez quitté le gouvernement Juppé, on s'aperçoit qu'à l'époque, vous étiez parti parce que vous aviez dit tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas et vous remettiez en cause un certain nombre d'acquis. Vous appeliez une réforme ambitieuse des retraites. Aujourd'hui, vous diriez exactement la même chose. On a le sentiment que... Oui, j'ai le sentiment d'un immense gâchis, parce que tout ce qu'on pouvait dire dans les débuts des années 90, il fallait le faire à ce moment-là. On ne l'a pas fait. On a perdu une décennie, voire 2 décennies. Ceci est vrai pour la compétitivité de l'État, pour l'ouverture à la concurrence, pour le marché du travail, etc., etc. Et bien sûr, vous avez aujourd'hui une exigence entre guillemets libérale. On a besoin d'une politique de gauche libérale, on a besoin d'une politique de droite libérale. Or, on a une vieille gauche et on a une vieille droite. Oh, ils se battent, mais on n'avance pas.
Sur le plan des idées et sur le plan politique, justement, c'est assez étonnant de voir que 20 ans après, vous le disiez, au sein de l'UMP, on ne voit toujours pas émerger une famille libérale, pas de famille qui se structure en tout cas. Pour quelle raison? Je ne sais pas, parce qu'il faut effectivement essayer de réfléchir avant d'agir. Et bon, il y a une droitisation qui est assez importante de l'UMP, à droite toute. Hein. Sarkozy est pour quelque chose. Sur le plan des sujets de société, oui. Oui, mais d'une façon générale. Et puis la droite, elle a toujours été un peu étatiste, colbertiste, interventionniste. Ce n'est pas évident pour elle d'être libérale. De même pour la gauche. Alors, indiscutablement, Hérault et Hollande aimeraient faire une gauche libérale, mais ils ne savent pas très bien ce que c'est. Ce qui ne facilite pas les choses. Et deuxièmement, ils n'ont pas la base politique qui favorise cette évolution. Alors il y a l'Europe qui effectivement va imposer à la France un certain nombre de réformes qui vont dans le bon sens. Mais quand vous ne les comprenez pas, quand vous les faites à contre-cœur, il y a peu de chances que ce soit des réformes réussies. Et vos amis sont où aujourd'hui? Au sein de l'UMP toujours? Non, vous savez, moi j'essaie de défendre l'idée qu'il y a besoin de regarder les problèmes sous un œil totalement neuf. Je vais juste prendre un exemple. À l'heure actuelle, pour se sortir de la crise, tout le monde dit on va s'en sortir en baissant les salaires. Comme on ne peut pas directement baisser les salaires, on va baisser le coût du travail en baissant les charges sociales. C'est fait en Espagne, notamment. Oui, mais en réalité, c'est pas une baisse des charges sociales, puisque les dépenses sociales restent les mêmes. En réalité, c'est un transfert de charges sociales sur d'autres. Donc il y a de grandes chances que vous allez, ce que l'on fait aujourd'hui, baisser les charges sociales artificiellement sur la main-d'œuvre la moins qualifiée pour l'augmenter sur la plus qualifiée. C'est absurde, c'est-à-dire on ne va pas s'en sortir en faisant la course par en bas, en baissant les salaires. Et ça, vous avez un consensus à gauche. Le crédit impôt compétitivité, le patronat bien évidemment, et la droite c'était hier la TVA sociale. Là où je dis il faut faire la course par en haut. Et la course par en haut c'est, comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez avoir de bons salaires, c'est vrai qu'on a payé un peu trop les gens par rapport à la productivité. Alors vous avez le choix maintenant, où on baisse les salaires, avec tous les dégâts sociaux que ça peut faire, ou dit je vais essayer de faire un rattrapage de productivité, c'est-à-dire que je réinjecte massivement du capital dans les entreprises. Et c'est terrible de voir qu'à gauche comme à droite, on ne comprend pas le rôle extraordinairement social du capital. Merci beaucoup Alain Maldin, à bientôt. Merci. Merci.